Bien, bonjour, bonjour à tous. Donc, je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans une nouvelle animation Digitag, qui est un cycle de séminaires, enfin de webinaires plus exactement, qui aura lieu tous les 15 jours. C'est un nouveau dispositif qui en fait est né d'une crise, le Covid, qui nous a obligés à reporter la Digitagora, qui est notre grande réunion annuelle, à l'année prochaine. On l'avait prévu fin d'année, fin du mois de mai, et évidemment, on n'a pas pu la tenir dans l'incertitude dans laquelle on était. Voilà, et donc la Digitagora, c'est le lieu où les doctorants et les masters présentent leurs sujets. C'est un lieu d'échange scientifique et on était bien malheureux de ne pas pouvoir l'avoir cette année. Et donc, on a imaginé de la transformer, de l'étaler dans le temps sous une forme de séminaire relativement court. Donc, c'est une idée qui a germé dans la tête des membres de l'équipe de direction il y a quelque temps. Et c'est vrai qu'elle va aussi avec l'explosion en fait du nombre de webinaires qu'on a vu évidemment pendant la période. Alors, on a choisi un nom intrigant d'abord, ça s'appelle le T-Tag. Bon, je vous invite à deviner pourquoi. Faites vos propositions sur le chat. Voilà, un horaire décalé. Donc, il y a déjà des gens qui nous ont demandé pourquoi cet horaire décalé. Donc, c'est 17h17, 18h18. Bah, je vais vous donner la réponse. C'est d'une part pour s'en rappeler. C'est plus facile de se rappeler de 17h17 que de 17h. Et puis aussi pour vous laisser le temps de sortir de réunion. Un format court, donc de 61 minutes. Et puis une formule qui est dynamique, donc soit dans laquelle on va recevoir un invité, c'est le cas aujourd'hui, soit deux étudiants de thèse, et donc avec des échanges. Donc moi, je remercie vraiment toute l'équipe. Alors, il y a eu Isabelle, Marjorie, Gabrielle, Carole, et puis en particulier Sigolène, qui est chargée de la Graduate School, et puis François Brun, qui ont pris aussi en charge l'organisation du webinaire. Quelques mots sur le fonctionnement. Donc, vous pourrez poser vos questions sur le chat. Donc, s'il vous plaît, éteignez vos micros pour éviter les interférences. Vous posez vos questions sur le chat en cliquant donc sur le petit icône avec la bulle, là, afficher la conversation. Les questions seront traitées par les modérateurs. Je crois que quelqu'un a remis son micro. Il y a des interférences. Merci. Voilà, les questions seront traitées par les modérateurs et posées à l'orateur. Et puis, si le temps manque, eh bien, l'orateur répondra par écrit et les réponses seront postées. Voilà, et donc pour cette séance introductive, j'ai le grand plaisir d'accueillir Pierre-Benoît Joly. Donc Pierre-Benoît Joly est économiste et sociologue, il est directeur de recherche à l'INRAE et il est aujourd'hui président du centre Occitanie-Toulouse depuis le début de l'année. Voilà, c'est un spécialiste de sociologie de l'innovation et travaille depuis 1996 sur la maîtrise sociale des dynamiques de construction des savoirs et de production des innovations. Donc, cette recherche ambitionne d'analyser les transformations contemporaines de l'espace public de la science, des nouveaux modes de gouvernance et des risques. Il a aussi eu une vie dans le management de la recherche, donc il a dirigé l'IFRIS, qui est l'Institut francilien Recherche Innovation Société, l'ABEX, qui s'appelle CIT, entre 2011 et 2014. Il a été aussi directeur d'un laboratoire qui s'appelle le LISIS, Laboratoire interdisciplinaire Sciences, Innovation, Société, à l'Université Paris-Est. Aujourd'hui, Pierre-Benoît va nous parler de recherche responsable au-delà des fausses évidences. Et donc, Pierre-Benoît, je te remercie d'avoir accepté ce challenge et je te donne la parole pour 40 minutes. Merci beaucoup, Véronique. Merci pour cette invitation. Merci à Véronique et à toute l'équipe. Et merci pour cette introduction. Donc, je viens de mettre mon chronomètre, mais Véronique, je compte sur toi pour me rappeler si jamais tu vois que je suis en train de déborder. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc très heureux de pouvoir partager quelques réflexions sur cette question de recherche responsable. Alors, on a discuté avec l'équipe de Véronique du titre et il m'a semblé que ça pouvait être intéressant de discuter de cette question de finalement à quoi on pense quand on pense recherche responsable et
finalement, et ça c'est comment dire, une position assez personnelle, mais que je vais essayer de défendre devant vous, finalement, pourquoi il faut aller au-delà de ce qui semble évident lorsque l'on parle de recherche responsable. Alors, évidemment, responsabilité, moi je trouve que c'est un terme qui est vraiment intéressant. Intéressant notamment parce qu'il est polysémique, notamment quand on est en langue française. Et en fait, quand on discute avec des anglophones, on voit que nous, quand on parle de responsabilité, ils parlent peut-être de responsibility, mais ils peuvent parler aussi de accountability, de liability. Donc, ils ont toute une série en fait de termes qui permettent de préciser ce que nous on met sous un même vocable. Et donc, compte tenu de cette polysémie de la notion de responsabilité, en fait, il est assez normal que quand on parle de recherche responsable, on ait des compréhensions qui peuvent être très différentes. Alors, ce que je vais essayer de défendre ici, c'est que, en fait, il y a des idées des associations et des conceptions de la recherche responsable qui sont plutôt dominantes. Et ce que je défendrai, c'est que, à mon avis, ce n'est pas les plus intéressantes. Donc, une première conception, c'est finalement de renvoyer la responsabilité à une dimension qui est de nature, je reviendrai là-dessus de suite, de nature plutôt déontologique, c'est-à-dire que on considère que, en général, comme toute activité, la recherche est responsable. Il n'y a pas de recherche irresponsable en soi, mais il peut y avoir des comportements de chercheurs qui sont irresponsables, et donc il faut réguler ces comportements, et donc c'est le rôle des comités d'éthique, des comités de déontologie, des institutions qui a été construite autour de ce qu'on appelle l'intégrité scientifique, que d'organiser cette régulation. Et pour peu que on sanctionne et on limite ces comportements déviants, mais la recherche en soi, elle est responsable. La production de la connaissance est bonne en soi. Donc ça, c'est une idée centrale, et c'est l'idée qui est vraiment dominante dans les institutions et dans comment dire, dans la profession de chercheur. Il y a une autre idée qui me semble également nécessaire de discuter, c'est que finalement, il y a une fin utilitariste à la responsabilité scientifique, c'est-à-dire que la responsabilité de la recherche, c'est un ensemble de dispositifs, de processus qui vont permettre à la recherche d'avoir enfin les Anglais disent license to operate, donc une liberté d'opération. Donc c'est un peu le prix à payer dans une espèce de contrat avec la société pour être tranquille, quoi. Et donc, et quand on a ça, en fait, on peut avoir finalement une réduction de la responsabilité. Alors, il y a un micro qui vient de s'allumer. C'est un bon test du dispositif. Donc, est-ce que François, c'est toi qui coupes les micros dans leur ensemble et je remets le mien? Non, c'est bon. Ça s'est coupé, c'est bon. OK. Donc, du coup, on est sur, et on le connaît bien, par exemple, avec les projets européens, on coche les cases, quoi, comme dans les dimensions éthiques de la recherche, mais on peut concevoir une dimension donc recherche responsable, où on coche un certain nombre de cases. Et bon, on pourra revenir là-dessus, mais d'une certaine façon, la Commission européenne, qui est vraiment moteur, en fait, pionnier dans le développement contemporain de la recherche et de l'innovation responsable, on peut craindre en fait que ça se termine comme ça, quoi, hein, comme un dispositif tick the box qui est évidemment très, très réducteur. Donc, quand on pense, et bon, je vous laisserai découvrir en fait là où je pense qu'il faut aller au-delà de ces fausses évidences, et quel est finalement le contenu de cette notion qui me semble vraiment important et intéressant. Alors,
Je voudrais commencer en fait par un lien avec l'actualité. Je vais aller assez vite là-dessus, mais en fait, dans la crise de Covid-19, mais en fait, on a eu un certain nombre de chercheurs qui se sont exprimés. Bon, j'ai là l'image de Didier Raoult, c'est assez banal, mais c'est justifié par le fait que Didier Raoult non seulement en fait a été présent dans les médias traditionnels, mais en fait c'est un chercheur qui a énormément utilisé en fait les réseaux sociaux. Hein. Il y a à l'IHU de Marseille, il y a 4 personnes qui sont des spécialistes des réseaux sociaux, et donc il y a une véritable stratégie en fait concernant les réseaux sociaux. Alors évidemment, je ne vais pas reprendre toute l'histoire de l'hydroxychloroquine, hein, vous la connaissez très bien, donc ça permet effectivement d'aller droit au but. On pourrait faire un exercice, si on était en présentiel, de dire mais finalement, qui considère que Raoult est irresponsable, qui considère que Raoult est responsable. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais je voudrais dire en fait que on peut défendre les deux, et je trouve dans toutes ces questions effectivement de responsabilité, d'éthique, etc., c'est toujours important effectivement d'essayer de voir, d'avoir une approche un peu symétrique et de voir comment on peut argumenter d'un côté ou de l'autre. Donc Raoult, il est responsable parce qu'il a mis en œuvre des standards de preuve vraiment dégradés et peu fiables. Il y a une incitation à administrer des traitements qui ont des effets secondaires graves. Il crée une attente très forte chez les patients inquiets, et cette attente, elle risque de ne pas être satisfaite, et donc c'est créer la déception et donc potentiellement une défiance dans la recherche. Il y a une communication publique sur des résultats non validés par les pairs. Il y a un comportement qui entretient un populisme sanitaire. Il y a une communication anti-système, et puis ça nourrit des thèses qui sont plutôt complotistes. Donc j'insiste pas là-dessus, et très rapidement, en fait, je me fais l'avocat de la défense, mais en fait, Raoult, il a fait ça parce qu'il fallait répondre à une situation d'urgence thérapeutique, et toutes ces questions, en fait, ont été beaucoup discutées, notamment dans le cadre de l'épidémie de sida, hein, où on savait qu'il fallait, voilà, on avait des patients qui étaient dans des situations d'impasse thérapeutique, et il fallait vraiment trouver des solutions. Alors, bon, comparaison n'est pas raison, mais en tout cas, il y a toute une question, effectivement, voilà, de répondre à une urgence. Il a joué un rôle de lanceur d'alerte pour dénoncer un certain nombre de dysfonctionnements du système, et finalement, on peut dire qu'il joue responsablement parce que le système joue contre l'intérêt collectif. Et donc, un comportement transgressif, correspond à une espèce de devoir de disruption. Il faut transgresser des règles, et c'est indispensable si on veut s'affranchir, et si on veut s'affranchir du poids de la bureaucratie. Alors, j'insiste pas là-dessus, on pourra revenir sur cette question. C'était juste pour donner un exemple, en fait, de certaines dimensions de la responsabilité. Mais comme ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus, je passe rapidement, on pourra revenir dans la discussion. Alors, juste une incise ici, en fait, ces questions, ce n'est pas Raoult en tant que tel, mais les questions effectivement de responsabilité scientifique dans le cadre de pandémie et d'urgence sanitaire ont fait l'objet d'une réflexion. Il y a une position de NRIO. Alors, NRIO, c'est European Network for Research and Integrity Organization, en fait, qui pointe bien sur le fait qu'il y a une responsabilité très forte dans la communication, notamment du fait des réseaux sociaux qui ont des propriétés qui sont différentes. Hein, j'insiste pas là-dessus, et que donc l'ANRIO demande aux chercheurs d'avoir un comportement responsable par rapport à la communication, et en particulier par rapport aux réseaux sociaux, parce que ce qui est derrière, en fait, c'est la confiance entre collègues, mais la confiance du public dans la science, la confiance du public dans la décision publique. Et il faut absolument éviter et sanctionner des communications qui sont
basée sur des interprétations qui sont faibles ou foireuses, et en fait une communication qui met l'accent sur sur des miracles, alors que ceux-ci ne sont pas du tout garantis. Il y a toute une thématique là, hein, autour, si on étend un peu cette question, autour en fait, de la fraude, hein, évidemment. Et là, c'est une copie d'écran concernant la fraude. Olivier Voynet, hein, ce chercheur de l'Institut, l'École Polytechnique de Zurich, et qui a été pris les mains dans le pot de confiture, hein, avec des trucages de photos pour pousser un peu les preuves qu'il ne pouvait pas produire. Et donc, quand on pense responsabilité scientifique, il y a toute une thématique autour, effectivement, des questions de fraude et des questions de mauvaise conduite, misconduite. Et donc, c'est tout ce thème de l'intégrité scientifique, sachant que, évidemment, il y a les comportements qui sont délibérément frauduleux. Il y a des comportements aussi qui sont des arrangements avec les standards de preuve, hein, et donc il y a toute une thématique autour, finalement, de la fiabilité des preuves qui sont apportées. Ioannidis, ce chercheur de Stanford, est très connu pour avoir, et c'est très discuté, hein, mais pour avoir montré que bon nombre de papiers, en fait, de papiers scientifiques publiés dans des revues, annoncent des résultats qui ne sont pas reproductibles, ou dont l'équipement statistique est trop faible pour que la preuve soit robuste. Donc il y a toute une thématique autour de ça, et une inquiétude sur la fragilisation, en fait, de la science, qui est liée à des comportements qui sont soit individuellement frauduleux, intentionnels, soit des comportements plus collectifs qui font que, parce qu'il y a une course à la publication, en fait, on s'affranchit, en fait, des exigences, hein, d'une production de preuves rigoureuses. Alors, ça, c'est une dimension extrêmement importante de la responsabilité de la recherche. Alors, on la retrouve, en fait, quand on a fait un peu de scientométrie avec les collègues du LISIS et avec l'outil Cortex, hein. Donc, je vous montre ça rapidement. Alors, j'espère qu'on voit bien les patates, hein, mais en gros, ce qu'on voit quand c'est une recherche sur Scopus qu'on avait faite en 2014, mais je crois que les résultats sont assez robustes, donc même s'ils sont datés, c'est toujours valable. En fait, on voit qu'il y a deux ensembles qui ressortent, donc un ensemble, disons, je le montre avec la flèche, qui est au nord-est, je pense, et puis un ensemble qui est au sud-ouest. Et quand on zoome, en fait, sur l'ensemble qui est au sud-ouest, on va retrouver les thématiques dont je viens de parler, hein. Donc, en jaune, c'est la thématique en gros, de la fraude, hein, et des mauvaises conduites, donc avec toutes les questions d'intégrité de la recherche. En mauve, c'est toutes les questions éthiques, donc beaucoup d'éthique médicale, évidemment, hein, mais aussi, on peut retrouver ça plus proche d'INRAE pour tout ce qui concerne l'expérimentation animale. On a aussi la petite patate bleue qui est intéressante, qui correspond à ce que je viens d'évoquer avec Ioannidis, c'est-à-dire la question des standards de preuve, hein, de respect des standards de preuve, qui font qu'on a des preuves qui sont robustes. Et dans ces standards de preuve, c'est pas simplement de la méthodologie, mais c'est également, je ne sais pas si c'est visible à l'écran pour vous, mais il y a un terme, donc peer review, donc c'est l'évaluation des productions scientifiques par les pairs, qui est la règle d'or, hein, de la production scientifique, et ce qui permet effectivement de contrôler la qualité. Et on le voit dans le cas ça peut être le cas de Raoult, mais moi j'ai pas mal travaillé sur le cas de Seralini, où en fait on a des jeux qui sont limites par rapport à ces règles de revue par les pairs. Et la patate rouge, c'est tout ce qui est en fait
Responsible Conduct of Research, qui est une thématique vraiment très très importante aux États-Unis et qui est à la fois méthodologique et éthique, qui vient en fait, qui a été vraiment très fortement activé par le rapport Belmont, qui est un rapport qui a été fait dans les États-Unis dans les années 1970, suite à des recherches non éthiques sur la syphilis portant sur les populations noires. Bon, voilà, donc ça c'est une dimension, quand on parle de recherche responsable, c'est quelque chose qui est assez massif et dans nos institutions de recherche, en fait, la recherche responsable, c'est principalement cela. Si je zoome sur l'autre partie de la carte, en fait, il y a autre chose qui me semble très intéressant, c'est une responsabilité de la recherche qui ne porte pas sur les normes de conduite, mais qui porte sur les conséquences. Et on a là deux patates. On a une patate qui est tournée autour des risques, de la perception du public vis-à-vis de la recherche aussi, qui est une dimension qui était intégrée, et puis des défis sociétaux avec la question de la recherche et de l'innovation responsable. Et donc, on a là quelque chose qui est beaucoup plus tourné vers les conséquences. Donc, on retrouve en fait quelque chose qui est bien connu des philosophes de certains philosophes comme Catherine Vincent, qui a travaillé sur ces questions et donc qui a proposé une taxonomie structurée du concept de responsabilité, où elle montre que, en fait, bon, là elle reprend liability, en fait, on a d'un côté tout ce qui est vertu, donc ce que j'appelle ici l'approche déontologique de la responsabilité, c'est tout ce qu'on vient de voir avec intégrité scientifique, éthique, etc. Et on a une autre approche qui est beaucoup plus conséquentialiste, c'est-à-dire qui s'intéresse pas simplement au comportement et aux normes de comportement, mais qui s'intéresse aux conséquences, aux implications de la recherche, avec d'un côté en fait quelque chose qui est assez traditionnel, en fait, les dégâts du progrès, et donc et qui renvoie à des méthodologies, par exemple, d'évaluation technologique. Mais aujourd'hui, ce qui est très émergent, et je vais revenir là-dessus, en fait, ça vise à les effets positifs attendus. Alors cette conception, elle est très active en fait dans les réseaux européens et internationaux. Alors c'est pas simplement la question de la responsabilité de la recherche, c'est en général on parle de responsabilité de la recherche et de l'innovation. Donc RRI en anglais, donc Responsible Research and Innovation. Donc c'est en fait une activité qui est très importante au niveau européen avec les 6 dimensions de la responsabilité de la recherche et de l'innovation, et sur laquelle il y a eu une production assez abondante en fait depuis le début des années 2010. Et je vous livre cette définition de Responsible Innovation de Stilgo, Owen et McNaughton, publiée dans Research Policy en 2013. Donc, Responsible Innovation means taking care of the future through collective stewardship of science and innovation in the present. Donc c'est vraiment, et c'est ce sur quoi je veux insister, c'est une responsabilité qui est tournée vers le futur. En quoi les choix que nous faisons aujourd'hui en termes de recherche ont des conséquences souhaitables, attendues, ou non souhaitables et qu'il faut éviter pour la construction du futur, et comment, et c'est la question sous-jacente, c'est comment on peut collectivement mieux piloter la recherche pour aller vers les objectifs souhaitables et éviter les autres. Donc la question qui est derrière, en fait, pour moi, c'est la question de savoir si on peut orienter la production de connaissances et d'innovation vers des besoins sociaux. Alors, ce n'est pas une question très originale, c'est une question en fait qui se pose depuis longtemps et de différentes façons. Je fais juste un retour en fait historique très rapide sur la question, en fait, la question qui s'est posée notamment
après Hiroshima et Nagasaki, quand les physiciens se sont posé la question donc, de leur responsabilité à l'égard de la bombe atomique et de tout ce qui s'en est suivi. Est-ce qu'en tant que physicien, on porte une responsabilité de la bombe? Cette couverture de Time, en fait, illustre bien cette idée et cette préoccupation. Alors, bon, il se trouve que ce n'est pas E égale MC2 qui a produit la bombe, hein, donc c'est juste une représentation. Mais je trouve, quand on s'interroge sur la responsabilité de la recherche, ce précédent historique est vraiment très important. En réalité, je fais vite là-dessus, hein, la responsabilité d'Einstein dans la bombe, si elle existe, c'est pas en tant que découvreur de la relativité, c'est plutôt parce que prévenu par son collègue Léo Szilard, un physicien hongro-américain, qui est le découvreur en fait de la réaction atomique, du principe atomique de réaction en chaîne, Szilard a prévenu Einstein, qui a fait une lettre à Roosevelt en 1938, et c'est à partir de cette lettre en fait que Roosevelt a mobilisé des scientifiques pour lancer le projet Manhattan, qui finalement a permis de produire la bombe atomique. Alors ces questions ont été discutées en fait pratiquement à cette époque, et là je me réfère à un excellent article de David Guston, qui est à Arizona State University et qui a fait un travail historique où il met en scène en fait deux façons de voir ces choses qui passent par la question de la prédictibilité scientifique. Donc il y a la conception en fait de Michael Polanyi. Donc Michael, c'est le frère de Carl, en fait, l'économiste et anthropologue bien connu qui a écrit la grande transformation. Michael Polanyi, il est lui-même chimiste et épistémologue, c'est un membre éminent de la Royal Society, et donc il se trouve que en janvier 1945, il est dans une émission BBC avec Bertrand Russell, et ils ont une discussion sur la physique, ils ignorent totalement en fait la contribution possible de la physique à la fabrication de la bombe atomique. Et Polanyi s'explique de cela dans son livre The Republic of Science, qui publie en 1962. Il revient sur cela. Il dit en fait, c'est tout à fait normal en fait qu'on n'ait pas pu voir ça en janvier 1945, parce que et Einstein lui-même ne pouvait pas voir les futures conséquences de ce qu'il faisait, parce que en fait il fallait assembler encore une bonne dizaine d'autres découvertes qui n'avaient pas été faites, pour passer effectivement des principes de la relativité à ce qui deviendrait l'âge de l'énergie atomique. Et il ajoute, et c'est une formule qui reste célèbre, donc toute tentative de guider la recherche scientifique vers des buts qui sont autres que les siens propres, c'est-à-dire la production de la vérité, en fait, ça revient à dégrader l'avancement de la science. On peut tuer ou mutiler l'avancement de la science, on ne peut pas le diriger. Bon, j'insiste pas là-dessus, mais Michael Polanyi est vraiment intéressant parce que c'est un penseur libéral, c'est un des fondateurs de la Société du Mont Pèlerin, c'est un proche de Hayek, et donc c'est vraiment les origines du néolibéralisme. Et l'idée, c'est que en fait, c'est l'organisation décentralisée qui donc le marché pour Hayek, la recherche libre pour Polanyi, qui est le meilleur système, et donc il faut absolument donner toute la liberté aux chercheurs. Soddy, en fait, prix Nobel de chimie 1921, qui est l'un des premiers savants à avoir
compris effectivement ce qu'était l'énergie atomique au début des années 1920. En fait, dans un livre paru en 1926, prédit pratiquement en fait les conséquences catastrophiques de l'invention de l'énergie atomique, en disant en fait le jour où ce sera disponible, en fait ce sera comme un poison, et ça ne va pas, et c'est pratiquement un danger de fin de civilisation, et ce sera une destruction massive et rapide, ce ne sera pas un effondrement progressif. Alors, j'insiste pas là-dessus, on pourrait discuter d'autres exemples. Est-ce que Watson et Crick, la découverte de la double hélice, permettent ou ne permettent pas de prédire la production de plantes génétiquement modifiées? On pourra revenir là-dessus, mais le point que je voudrais faire là, c'est que, en fait, depuis lors, on a des contributions essentielles en fait dans le domaine de la philosophie des sciences et dans le domaine de l'histoire et de la sociologie des sciences, qui permettent de poser la question différemment et de ne pas poser la question sur cette question qui est la question finalement de Polanyi, la question de la prédictibilité, avec cette idée en fait, si les conséquences ne sont pas prévisibles, ne sont pas prédictibles, en fait, on ne peut pas dire qu'il y a une responsabilité. Il faut laisser la pleine liberté, et il ne faut surtout pas contraindre la recherche. Alors, ces leçons, c'est quoi? Et là, je fais très vite. On aurait pu faire plusieurs webinaires sur ces notions, mais je vais passer très vite. Donc, il y a une contribution très importante du philosophe des sciences qui était au Collège de France, Yann Aki. C'est son bouquin, en fait, Representing and Intervening. En fait, pour le dire très vite, en fait, c'est une idée qui est vraiment développée de façon très convaincante chez Hacking, que, enfin, c'est ma traduction, il ne le dit pas comme ça, mais que les sciences ne sont pas neutres parce qu'il n'y a pas indépendance entre la science comme connaissance objective des lois naturelles et la science comme force transformatrice. Et depuis au moins le début du XXe siècle, en fait, la pratique scientifique, une grande partie de la pratique scientifique nécessite d'intervenir sur les lois de la nature, d'intervenir sur la matière, de transformer la matière pour produire la connaissance. Et en fait, cette transformation, elle porte en elle-même des utilisations par différents médias. Donc, je ne vais pas entrer dans un débat sur les technosciences, mais c'est un peu cette idée qui est derrière. Hein, c'est que le développement de la connaissance vient avec le développement de la technique. On aurait pu parler aussi du bouquin sur l'objectivité d'Aston et Gallison, qui nous rappelle fort à propos que l'objectivité a une histoire, et dans les domaines de recherche contemporaine, en fait, la production de l'objectivité, c'est la capacité à démontrer une intervention qui compte. Rappelez-vous, pour les nanos, en fait, un des premiers exemples des nanos, c'est la capacité en fait d'aligner des atomes pour écrire IBM ou pour écrire Véronique Bellon-Morel, ce qui est quand même un peu plus difficile qu'IBM. Du côté sociologique, on a toute une thématique autour de la unknown science, c'est-à-dire des domaines de recherche qui ne se développent pas. Et donc cette idée que la science, elle ne se développe pas à 360 degrés, le développement de la science, de la connaissance, emprunte des chemins qui sont historiquement construits et qui correspondent à une économie politique de la recherche, qui correspondent aussi à des valeurs qui sont les valeurs, donc l'économie morale des chercheurs, qui sont leurs valeurs propres, mais aussi qui sont dans le système de valeurs et de responsables qui sont dans lequel ils baignent. Et donc, voilà, il y a toute l'opposition, par exemple, entre les sciences rapides et des sciences lentes, mais c'est aussi des rapports de force entre différentes communautés disciplinaires qui font que même, dans certains cas, la connaissance peut être développée, mais elle n'est pas utilisée ou utilisable. Donc, du coup, on ne peut pas, je pense, comme
on pouvait le faire dans les années 40 ou 50, dire ben oui, non mais c'est pas prédictible, et puis la science est neutre, etc. Je crois qu'on a assez avancé pour dire que la responsabilité de la recherche, elle doit s'intéresser aux conséquences. Alors ces conséquences ne sont pas déterministes, et il y a une notion de responsabilité qu'il faut adapter. Dans un exposé, en fait, Alexei Grimbaum disait, en fait, la responsabilité du chercheur, c'est un peu comme la responsabilité des parents vis-à-vis des enfants. Hein. On les met au monde, après ils deviennent adultes et ils font ce qu'ils veulent, ils en sont responsables, mais nous avons quand même une responsabilité vis-à-vis de nos enfants. Alors, ça conduit en fait, pour finir cet exposé, à essayer de réfléchir à cette idée d'une responsabilité tournée vers le futur. J'ai un peu hésité en faisant ce titre. Mon premier titre, c'était une responsabilité de l'avenir, mais là, je crois que ce serait vraiment trop pesant. Non, c'est une responsabilité qui est tournée vers le futur, sachant qu'une grande partie de la responsabilité juridique, elle est tournée vers le passé. On est responsable pour les conséquences de ces actes, des actes qu'on a commis, mais qui ont produit des effets. Alors que là, le domaine se développe autour de, finalement, de quoi serons-nous responsables que nous aurions dû produire et que nous n'avons pas produit? C'est comme ça que je poserai la question. Donc, ce qui renvoie en fait là aussi à des questions qui sont pas complètement nouvelles, la question de la directionnalité et la question finalement de recherche transformative. Alors, on pourrait dire, ben, on est à INRAE, vous nous refaites le coup de la recherche finalisée. Je vais essayer de montrer que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, on peut reprendre cette question finalement, peut-on orienter la production de connaissances et d'innovation vers des besoins sociaux d'une autre façon? Donc, encore une fois, pas du point de vue de la prédictibilité, mais plutôt du point de vue de la capacité d'anticipation d'une part, et puis de la capacité de directionnalité. Tiens, Benoît, il faut que tu anticipes qu'il te reste 5 minutes. Ah oui, non, il m'en reste. Oui. Non, mais c'est bon, merci. Merci Véronique. J'y suis à peu près, hein, c'est bon. Donc, je n'insiste pas là-dessus non plus, on pourra en rediscuter, hein, mais tout cela est très important. Pourquoi? Parce que, en fait, alors que on a vécu très longtemps dans le dogme un peu schumpeterien de la destruction créatrice, c'est-à-dire l'innovation, ça conduit à détruire des choses, certes, mais la part de création surcompense toujours en fait ce qu'on a détruit. Et oui, il faut détruire, mais parce que la création va être beaucoup plus importante. Aujourd'hui, en fait, il y a des exemples en fait de création destructrice, c'est-à-dire que on va détruire beaucoup plus que ce qu'on crée. Donc, et c'est une thématique qui est vraiment qui est montante, c'est que l'innovation n'est pas bonne en soi. Hein. Il peut y avoir des effets délétères de l'innovation. Alors, une forme d'innovation qui conduit systématiquement à une obsolescence programmée, par exemple, une innovation dans la finance, une innovation qui conduit à avoir des systèmes beaucoup moins résilients. Enfin voilà, donc je ne vais pas vous refaire la Covid-19 à l'envers, mais on pourrait illustrer cela. Donc, et autour de ça, il y a le retour finalement des missions. Alors les missions, c'est pas nouveau. Hein. Il y a eu Objectif Lune, il y a la guerre contre le cancer, etc. Mais vous voyez bien, si vous suivez les discussions sur les politiques scientifiques, l'importance aujourd'hui, et depuis la fin des années 2000, hein, le tournant de 2010, d'une recherche orientée vers les grands défis. Et là, la question qui se pose, et qui me semble être une question qui est fondamentale, c'est comment passer d'une économie des promesses, hein, où on fait rêver, mais avec le risque de jamais délivrer, à une véritable culture de l'impact. Donc, je l'ai dit, c'est très lié en fait à des réflexions qu'on a au niveau de la commission. Ça vaut le coup, de ce point de vue, de regarder le rapport de Mariana Mazzucato, un rapport qui avait été préparé pour le commissaire Moedas, et dans lequel, en fait, elle travaille sur cette idée de
de mission. Donc, on peut se donner des grands objectifs de type, oui, les océans un peu plus propres, hein, mais en fait, il faut arriver à décliner cet objectif, ce grand défi, en des objectifs qui sont beaucoup plus concrets, qui sont ambitieux, mais qui vont être, disons, mesurables et pour lesquels on va pouvoir avoir un certain pilotage, même si en fait on est quand même dans de la recherche, donc on a de l'incertitude, des phénomènes de complexité. Et donc on a là une fusée à étage, hein, et où l'étage central de la mission va être quelque chose d'absolument important. Dans les domaines agricoles, hein, aujourd'hui, aux Pays-Bas, en fait, il y a un fonctionnement autour des missions, hein, qui est très important. Moi, je travaille avec une collègue qui est responsable du programme agriculture circulaire à Wageningen, où on se donne comme objectif, effectivement, alors c'est un objectif qu'il faut définir, c'est ce qui est intéressant, de développer une agriculture circulaire, mais on pourrait dire que le programme prioritaire de recherche agriculture sans pesticides, hein, qui est donc le programme ANR, qui est, disons, piloté par INRAE, relève un peu de cet esprit, même si on pourrait discuter des modalités. Donc il y a toute une série de questions qui se posent, évidemment, et qui ne sont pas que des questions pour les chercheurs, hein. Il y a des questions sur la sélection des priorités, mais ensuite il y a des questions sur les dispositifs qui vont permettre effectivement de produire des connaissances, de nouvelles connaissances alignées vers ces missions. Donc, on est là il y a une recherche en fait un peu sémantique autour de ces questions. Nous, on parle de recherche transformationnelle, des collègues parlent de sciences transformatives, avec cette idée effectivement qu'il y a un contenu épistémologique, méthodologique en termes de gouvernance, hein, qui nous conduit en fait à aller plus loin que ce qu'on connaît avec la recherche finalisée. Donc, il y a toute une série de transformations qui sont assez importantes. Juste pour référer aux travaux qu'on a avec des collègues sur la question de l'impact. Aujourd'hui, en fait, on a un projet ASIRPA en temps réel, donc où on essaie de penser une façon d'aider au pilotage de la recherche à partir d'une évaluation agile pour un management adaptatif. Donc, on part toujours de l'identification des cibles, mais ces cibles, en fait, on sait qu'on va être probablement conduit à les modifier dans la trajectoire, et à partir de ça, on essaie de voir quels sont les chemins d'impact possibles, donc les chaînes de relations entre différents éléments qu'il faut construire pour arriver à produire cet impact, déterminer quels sont les éléments critiques par rapport à cette chaîne d'interaction, quels sont les rôles des différents acteurs et quelle peut être la contribution spécifique d'un programme de recherche, d'une mission dans son ensemble ou bien d'un projet. Donc il y a aujourd'hui un enjeu très très fort, hein, à avancer sur ces questions, parce que si on veut prendre cette question des conséquences au sérieux. C'est une question qui est, cette question en fait des conséquences, en fait c'est une question qui est aujourd'hui très importante dans les communautés scientifiques, hein. Vous avez vu sûrement que une partie, enfin il y a eu des appels de scientifiques dans différents pays, alors en Suisse mais également en France, pour évidemment, c'est autour du climat, de l'urgence climatique, pour dire, ben, en fait, il faut vraiment que les scientifiques s'engagent aux côtés de ceux de nos concitoyens qui ont des actions qui sont des actions de désobéissance civile, comme le mouvement Extinction Rébellion. Vous savez peut-être que à Toulouse, nous avons un collectif pour une recherche responsable, donc CO2R, qui est très lié à un atelier d'écologie politique, et où l'idée c'est que, en fait, il faut à la fois être responsable du point de vue de l'empreinte écologique de la recherche, mais également du point de vue de notre responsabilité vis-à-vis
des impacts qui sont attendus de la contribution de la recherche à l'urgence climatique et écologique. Et donc, il faut accepter effectivement de réorienter certaines activités de façon à répondre à cette impérieuse nécessité. Voilà, donc je finis avec finalement ce que je dirais de la recherche responsable. Donc, la recherche responsable, pour moi, ça s'appuie sur une notion de responsabilité, encore une fois, qui est une responsabilité qui est tournée vers le futur. Donc, ce n'est pas la responsabilité juridique traditionnelle. Donc, ça nécessite inévitablement de réfléchir aux capacités d'anticipation et de réfléchir aux capacités. Alors, pilotage, je trouve que ça fait trop balistique, mais vous voyez, qui permettent effectivement d'avoir un management adaptatif, une gestion adaptative qui font qu'on va véritablement contribuer à la résolution des problèmes. Et aujourd'hui, on n'a peut-être pas une capacité de prédiction, mais en tout cas, on a une capacité à identifier des problèmes qu'il faut résoudre, ça c'est clair. C'est une responsabilité qui n'est pas individuelle, en fait, qui est collective, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas se sentir responsable individuellement, mais c'est une responsabilité qu'on ne peut pas assumer individuellement, qu'il faut assumer de façon donc collective, et ces collectifs sont évidemment à différentes échelles, et c'est une responsabilité qui doit interroger nos pratiques de recherche également. Donc, j'ai rapidement indiqué le fait que si on travaille sur des objectifs liés à des défis, il faut faire, on est dans des pratiques de recherche qui sont interdisciplinaires et transdisciplinaires, donc qui sont ouvertes sur la société, ouvertes sur les parties prenantes, et donc il faut être inventif aussi sur les dispositifs d'interaction avec les acteurs. Et tout cela, ça nécessite d'avoir une très forte réflexivité. La réflexivité, c'est la capacité à se poser des questions, à avoir un recul critique, à entretenir le doute sur ce qu'on fait même dans l'action. Et ça, c'est aussi une propriété qui doit se cultiver de façon individuelle, mais également la réflexivité institutionnelle est quelque chose qui peut apparaître comme un oxymore, mais qui est quelque chose qui est absolument fondamental pour le développement d'une recherche responsable. J'ai dépassé un petit peu, je vous prie de m'en excuser, et voilà, je vous laisse sur cette citation de Karl Popper. Il n'est pas interdit d'être optimiste, mais ça nécessite effectivement de se concentrer sur ce dont on est responsable. Merci. Merci beaucoup à toi, Pierre-Benoît. Alors, on n'a pas des applaudissements enregistrés, c'est dommage. Il va falloir qu'on prévoie ça. Voilà, donc c'était extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de questions et je passe la main à Sigolène Sigolène et Marjorie qui ont collationné les questions. Et bonsoir, on a 8-9 questions. Une première qui a été posée est la suivante. En quoi la spécialisation de la science est-elle un frein à la recherche responsable? Je réponds de suite, ça? Si vous voulez. Alors, il y a effectivement un compromis. Hein, alors, il faut pas être anti-spécialisation de la science, hein, mais évidemment, la spécialisation de la science, si elle n'est pas accompagnée de dispositifs qui permettent de sortir des silos, elle peut avoir des effets assez catastrophiques. Hein. Donc, c'est ça le paradoxe. On a besoin d'une hyper-spécialisation parce que, en fait, on est dans des domaines où la compétence, elle se mesure au niveau mondial et dans des domaines de spécialité qui sont pointus. Bon, voilà, donc il est clair que si on veut produire une connaissance utile, on a besoin d'être très spécialisé. On ne peut pas être compétent partout quand on a des millions de chercheurs par le monde. Mais si on s'intéresse aux conséquences, évidemment,
enfin, ce serait illusoire de penser qu'on peut être responsable collectivement vis-à-vis des conséquences en ayant juste une juxtaposition de spécialisation. Donc, d'où tout l'enjeu de dispositifs qui font qu'on va avoir un bon équilibre entre des recherches qui sont disciplinaires très spécialisées et puis des capacités effectivement à avoir des assemblages qui sont, voilà, alors je ne veux pas insister là-dessus, hein, mais c'est un enjeu qui est énorme et qui nécessite bien évidemment d'avoir des compétences. C'est pas simplement mettre les gens ensemble pour que, voilà, ajouter des carottes, etc. Il faut vraiment faire un travail qui est interdisciplinaire. Et ce travail interdisciplinaire nécessite, c'est en soi une production de connaissances. Ce n'est pas simplement une organisation. Et il faut que ce travail interdisciplinaire il soit reconnu. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'interdisciplinarité, on commence à parler de transdisciplinarité, mais dans les dispositifs d'évaluation, etc., ben voilà, c'est juste la dernière roue du char. Hein. Moi, j'ai été longtemps évaluateur à l'AERC. En fait, les dispositifs, il y a des dispositifs, donc au Conseil européen de la recherche, il y a des dispositifs sur l'interdisciplinarité, mais ça ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment un problème. Mais il ne faut pas être anti-spécialisation non plus. Hein. Il ne faut pas passer de l'autre côté de l'âne. D'accord, merci. On avait une autre question sur la responsabilité. Donc, c'était une question de Marie-Christine Cormier-Salène. Peut-être que je vais lui donner la parole pour lui laisser la poser, parce que je ne suis pas sûre de bien savoir la formuler sur la responsabilité intergénérationnelle et à différentes échelles. Oui, mais merci. En fait, merci beaucoup pour cet exposé qui fait écho à des discussions qu'on a eues au sein de Agropolis Fondation, quand notamment on a défini 3 axes qui me semblaient importants pour à promouvoir, notamment la notion de production et consommation responsable. Et j'ai eu pas mal d'échanges avec les DU et avec les membres de la communauté en disant pourquoi vous ne parlez pas plutôt de production et consommation soutenable. Et donc, on a toute une discussion sur qu'est-ce que ça veut dire qu'être un chercheur responsable, sur l'engagement, sur les défis. Et j'avoue que c'est très intéressant parce que surtout face à la crise systémique que nous subissons actuellement, aux urgences, je dis oui, j'ai la responsabilité effectivement d'essayer de promouvoir de nouvelles pratiques, notamment de nouvelles pratiques de recherche. Alors merci pour être intervenu sur la science transformative, sur les sustainable sciences, sur les approches participatives, voilà. Et donc le dernier appel à projet qu'on a lancé qui s'appelle Innovative Co-Learning, justement, c'est un appel effectivement à changer aussi, à avoir ce travail réflexif sur nos pratiques. Et oui, ça m'évoquait ce que vous disiez, c'est sur la notion de tourner vers le futur, cette responsabilité effectivement intergénérationnelle. Et je disais aussi à différentes échelles spatiales, sur avoir aussi une recherche qui est actuellement dans ce monde globalisé, interconnecté. On voit bien que ce qu'on fait ici a des répercussions ailleurs, et donc d'avoir aussi cette responsabilité pour interconnecter entre différentes échelles, je dirais, donc spatiales, effectivement, locales, nationales, internationales, différents pas de temps, différents secteurs aussi. Vous avez beaucoup parlé des liens et du dialogue effectivement avec la société, mais bien sûr avec les politiques. Donc voilà, c'était aussi pour voilà, des commentaires, mais aussi des questions pour aller plus loin aussi sur. C'est bien d'avoir dit effectivement une recherche responsable et collective, parce que je m'interrogeais sur effectivement le glissement éventuel entre comment être engagé sans être militant. Enfin, le risque de glissement quand on est effectivement chercheur, citoyen, et donc toute une voilà. Ok, merci, ça fait beaucoup de choses, mais je vais venir à Montpellier dès qu'on sera complètement déconfiné et qu'on pourra se réunir à plus de 10, et puis on pourra poursuivre la discussion. Enfin, je dis ça sur le ton de la badinerie, mais je pense, enfin, moi je suis vraiment intéressé pour poursuivre les interactions. Je pense que ce sont des sujets qui sont centraux pour INRAE. Hein, donc, alors je ne sais pas si vous êtes, enfin, Agropolis, c'est des cousins germains, hein, disons. Juste bon, et donc bon, voilà, vous êtes en plein dedans, et donc j'ai pas beaucoup de choses à rajouter à ce que vous dites sur la question des échelles et la question en fait des effets à très grande distance. Hein. Il y a une question, et là je m'appuierai derrière, je monterai sur les épaules du géant Popper, c'est-à-dire
il ne faut pas que la responsabilité soit écrasante. Il faut que ce soit quelque chose qui nous aide à agir, que ce soit un principe d'action plutôt qu'un principe, effectivement, qui soit un principe complètement inhibiteur. Et pour ça, la première chose, c'est, et je trouve le Popper est très intéressant pour ça, c'est vraiment être responsable des tâches qui m'incombent, de ce que je dois accomplir. Donc, évidemment, selon les individus, le périmètre est plus large. Mais donc, je pense que c'est un réflexe qui est vraiment important et qui fait que la responsabilité, on peut, et ça peut se décliner, je veux dire, sous principe au niveau individuel ou au niveau collectif, hein. Voilà, donc il y a sûrement une priorisation à donner, parce que sinon, effectivement, on voit bien, c'est pour ça que je n'ai pas mis la responsabilité de l'avenir, parce que si on dit la responsabilité de l'avenir, mais on va se coucher de suite, quoi. On peut pas. Donc une responsabilité tournée vers le futur, c'est beaucoup plus bon. Voilà. Donc, mais il faudrait en discuter plus précisément. Mais je pense qu'il y a une question derrière après de pragmatique. Moi, c'est pour ça que je travaille sur des outils pour essayer de voir comment, à partir de ces principes et de ces préoccupations générales, on peut avoir des guides pour l'action qui nous permettent effectivement d'aller vers cela. La question de la normativité est centrale, hein, et aujourd'hui on ne peut pas y échapper. Et oui, c'est pour ça que j'ai montré en fait Extinction Rébellion, c'est pour ça que j'ai montré aussi en fait que j'ai fait écho à des réflexions de nos collègues, de certains collègues de Toulouse, mais je pense que Montpellier c'est pareil, et on le voit, et là il y a aussi un phénomène générationnel qui est très important, où voilà, on ne peut pas accepter effectivement de dire la science est neutre, il y a une responsabilité compte tenu effectivement des urgences, et donc il y a une position qui est très forte et qu'on sent monter très fort. Donc il faut et c'est autre chose que, disons, la pensée dans les années 70, tout est politique, quoi, hein. Je pense qu'on est dans une autre phase pour laquelle il faut réfléchir, mais quand on dit INRAE travaille pour la transition agroécologique, on a bien une position normative, hein. Voilà, donc ensuite, je crois qu'il faut s'adosser sur... on n'a pas à se substituer aux politiques, hein, donc, mais enfin, j'insiste pas là-dessus, mais voyez, les collègues qui travaillent sur le climat, c'est intéressant de voir les difficultés dans lesquelles ils sont, hein, aujourd'hui. Et enfin, moi, je discute régulièrement avec des collègues qui sont très impliqués, mais qui ont une position très militante, hein, mais à partir vraiment de leur ethos scientifique. Donc, voilà, donc j'ai pas vraiment de réponse. On voit effectivement que les risques de dérive sont très forts, mais on est confronté à une vraie question, à une vraie difficulté. D'accord, merci beaucoup. Donc, on a le temps de poser seulement une dernière question pour maintenir notre timing. Donc, il y a une question qui a été posée par 2 personnes, donc je vais prendre celle-ci si vous le voulez bien, alors que je la retrouve. C'est à la fois Véronique Belon-Morel et Leïla Temeri qui ont posé une question sur quels sont vos conseils pour une RRI en agriculture numérique. C'est tout un programme, mais en tout cas, c'est de travailler sur Occitanum, hein, qui me semble un dispositif qui est tout à fait intéressant. Moi, ce que je ferais, en fait, il y a vraiment une question d'anticipation. Alors, je ne vais pas refaire Occitanum à la place de Véronique, mais donc, si on se pose la question d'anticipation, si je prends... bon, il faudrait avoir plus de temps, hein, mais je pourrais prendre l'exemple de l'agriculture circulaire, qui est le programme dont je parlais. Et à partir de cet objectif, qui est un objectif
pour moi, c'est vraiment un mythe rationnel, hein. On construit un objectif qui est vraiment à définir chemin faisant, mais c'est quand même, en fait, ça transforme des choses. Et donc, ils ont essayé de voir, ben, agriculture numérique sur les grandes cultures, qu'est-ce que ça veut dire, sur l'horticulture, qu'est-ce que ça veut dire, sur l'élevage. Et à partir de ça, donc, ils ont fait des scénarios sur quels sont les mondes possibles, quoi, hein, autour, quels sont les mondes qu'on peut imaginer autour de cette idée d'agriculture circulaire et comment on peut parvenir à ces mondes. Et ensuite, je pense que notre responsabilité, c'est d'avoir un bon équilibre entre la créativité qui est nécessaire, et c'est notre boulot, et si on veut voilà, avoir notre contribution, on n'est pas dans de la balistique, on n'est pas dans de la programmation du type Gosplan, mais également une capacité et une flexibilité dans la vocation des recherches, dans la direction, la gestion de programmes, qui fait que on garde quand même cette orientation vers la cible. Et ça, si vous réfléchissez aux implications en termes de management de la recherche, j'aime pas trop le terme, ça a des conséquences qui sont quand même énormes. Donc, c'est pas simplement de travailler avec les acteurs, c'est de se doter d'outils qui vont permettre effectivement de construire des chemins d'impact dont on sait, alors c'est jamais sûr, et c'est ça qui est bien avec la recherche, hein, mais dont la probabilité en fait de contribuer fortement aux transformations nécessaires va être un peu plus élevée que si on ne le faisait pas. Allô ? Je vais peut-être redonner la parole à Véronique pour conclure. Donc, toutes les autres questions qui ont été posées seront répondues ultérieurement. Oui. Donc, je donne la parole à Véronique. Merci pour les questions, hein. Oui, ben merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup d'autres questions. Ça va te donner un petit peu de travail en post-production, mais enfin, tu le feras si tu peux. Donc, merci beaucoup. C'est vrai que on se pose vraiment cette question dans Digitag. Alors, je rappelle, parce qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs, hein, c'est l'Institut Convergence Agriculture Numérique, et Occitanum, c'est Occitanie Agroécologie Numérique. C'est un nouveau projet qui est né de Digitag, suite à une interpellation qui était qu'est-ce que vous faites pour les agriculteurs, avec les agriculteurs? Et on s'est dit que bon, l'Institut Digitag, ce n'était pas le lieu en fait de développer cette recherche-là, et donc on a monté ce projet Occitanum, et donc ça démarre le 18 juin, vous voyez, c'est lancé très bientôt. Donc merci beaucoup à tous. Certains ont donné des réponses pour pourquoi Tea Tag, et c'est vrai que ça pouvait être le Tea Time pour l'agriculture, ça peut être aussi le think tank, et puis il peut y avoir aussi d'autres acceptions. Donc rappelez-vous de la marque, hein, Tea Tag. Et le prochain a lieu le 24 juin, donc on vous enverra bien rapidement les informations à ce sujet. Merci encore Pierre-Benoît, et au plaisir de travailler avec toi et de te recevoir en chair et en os à Montpellier. Ouais, très bientôt, j'espère.